Donc, pour débuter cet après-midi, on va maintenant dresser un état des lieux des politiques et des actions nationales en faveur des entrepôts de données de santé hospitaliers. Alors, tout à l'heure, on en parlait juste à une seconde, il y a une seconde, de ce fameux système national de données de santé. C'est très complémentaire, ce SNDS et ces entrepôts de données de santé hospitaliers qui vont permettre finalement à la fois d'améliorer les soins, mais aussi de faire de la recherche. Et ça, c'est vraiment important. Alors, pour rappel, il y a eu 2 appels à projets qui ont été lancés dans le but d'accompagner et de soutenir la constitution des EDS hospitaliers. Au total, 16 projets. Et je vais demander tout de suite à Carole Dorfin de me rejoindre, puisque vous êtes directrice des partenariats au Health Data Hub, et vous allez nous présenter l'état d'avancement justement de ces projets lauréats, de ces 16 projets lauréats. Merci et bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Et merci aussi à tous d'avoir partagé vos premiers retours autour de l'avancement de vos projets d'entrepôt de données de santé. Je vais essayer de vous en donner quelques éléments, quelques pistes. L'ambition, c'est aussi de construire ensemble un réseau qui permette de se parler, de partager les bonnes pratiques. Et c'est aussi l'objet de ces événements qu'on essaie de mettre en place tous les ans pour que vous puissiez vous rencontrer, échanger, partager les bonnes pratiques, les problématiques. Et nous, c'est un peu notre rôle aussi au sein du HDH de faire en sorte que cet écosystème se construise. Alors, effectivement, 16 projets lauréats en 2 vagues. Je ne vais pas vous les relister. On en a eu 6 en vague 1 et 10 en vague 2. Ont avancé aujourd'hui depuis leur sélection. Et voilà une idée un peu du panorama de ces entrepôts. 80% sont portés par des structures publiques, 19% des structures privées. Donc au sein des dossiers de candidature, on a 47 établissements ou structures de santé qui sont représentés, dont 29 FU, sachant qu'effectivement, on a des groupes, par exemple, comme Elsan, où on a 140 établissements, ou Unicancer également, qui sont des répartitions sur la France entière. Au niveau de la maturité de ces entrepôts de données de santé, donc au sein des différents dossiers qui ont été soumis, donc on voit qu'on a 15 régions qui accueillent au moins un projet d'EDS et 7 projets qui proposent des EDS ou plateformes interrégionaux. Et le niveau de maturité, donc au tout départ, on avait une grosse partie des entrepôts qui étaient en cours de cadrage avec la phase 2 qui est concept fonctionnel et technique, donc déjà une idée de d'où va aller cet entrepôt, mais pas encore constitué concrètement. On avait également 11 projets qui étaient en phase de gouvernance et de construction des fonctions clés opérantes, qui est l'étape 4, et quelques EDS également en fonctionnement. C'est vrai qu'on a une partie de l'écosystème qui était déjà assez mature, avec des entrepôts qui pouvaient exister déjà depuis parfois une dizaine d'années. Donc on voit une diversité, une richesse de ces différents lauréats, et l'ambition est aujourd'hui de vous partager les avancées sur les différentes étapes de la constitution d'un entrepôt de données de santé qu'on a construit de cette manière-là, et on va vous faire les retours de chaque établissement qui nous a partagé ses retours. Donc, en regardant d'abord la partie cadrage des finalités, puis la partie réglementaire qui nous intéresse et qui sont des gros jalons essentiels pour ces projets, pour pouvoir démarrer concrètement sur la mise en œuvre de l'EDS, la mise en œuvre technique et fonctionnelle, le développement de l'offre de services et l'exercice des droits et la transparence, et puis ultérieurement le partage, la mise au catalogue d'une partie des données. Donc sur la première partie, on a aujourd'hui 13 établissements qui nous ont fait un retour, donc qui correspondent à peu près à 9 projets lauréats sur le questionnaire d'avancement. Donc sur la première phase, cadrage des finalités de l'EDS, on a 11 acteurs qui, depuis leur sélection, ont priorisé des variables à intégrer, des sources de données. Et on aimerait mettre en valeur donc deux établissements. Edgar 2030, avec la définition d'une liste commune de sources minimales pour favoriser les études multicentriques et permettre la réalisation des cas d'usage. Le FU de Poitiers, dans le cadre de l'EDS Nova, qui a priorisé l'intégration des données du socle commun aux EDS. Je sais que c'est le cas également pour Montpellier et probablement d'autres. Alors évidemment, on n'est pas exhaustif, on est reparti des retours qu'on avait, et probablement certains se reconnaîtront dans ces étapes. C'est aussi l'idée d'amorcer une discussion entre vous. On vous partagera les slides si vous le souhaitez, ce qui vous permettra également de vous mettre en lien avec les collègues. Sur la partie cadrage réglementaire, on a 6 acteurs qui sont en cours de mise en conformité de leur EDS avec le référentiel CNIL,
4 ont fait le dépôt d'une demande d'autorisation et 12 acteurs ont déjà mis en place une gouvernance opérationnelle, avec notamment Saint-Joseph qui a son premier COSTRAT en préparation, le CHU de Limoges qui a réalisé son premier copil EDS en juin, le groupe Elsan qui a obtenu, bravo, son autorisation CNIL, et le CHU de Montpellier, ça devrait pas tarder normalement début juillet. Sur la partie mise en œuvre technique et fonctionnelle, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont à cette étape-là. Le cadrage technique est finalisé pour 11 d'entre eux avec la définition des fonctions clés, la mise en place d'une gouvernance des données, en s'appuyant notamment sur, on a eu pas mal de retours sur les outils qu'on a pu co-construire au sein du GT gouvernance des données. Donc on est ravis en tout cas de savoir que ces outils qu'on met à disposition, ces kits d'évaluation sont utiles, et on est preneur également de vos retours pour voir comment les améliorer une fois que vous les aurez mis en place concrètement. 5 acteurs ont mis en place des modèles de données standards et 8 ont mis en place de nouveaux flux de données. Donc, si on focalise un peu sur les réussites, on a le flux de Martinique qui est en cours de mise en œuvre de la solution EOP avec des nouveaux flux mis en place. Le flux de Bordeaux qui a mis en œuvre la solution OMOP sur 80% des données de l'EDS. Alors, peut-être qu'on en parlera un petit peu après avec l'équipe bordelaise. Plus le diagnostic biologie du socle commun de données FHIR sur les ressources principales. Donc, on a une belle expertise autour des différents standards, et ça aussi, c'est des travaux qui se nourrissent des travaux nationaux et des échanges entre les différents acteurs. Le GHU Paris également, de nouveaux flux mis en place, et Edgar 2030 avec Saint-Joseph sur les flux d'identité, mouvement séjour, CR imagerie et données structurées. Donc on a différentes capacités et caractéristiques de flux qui sont mises en place. Donc là encore, retenez bien les noms des différents acteurs si vous êtes à cette étape-là, et on pourra vous mettre en lien. Alors, sur la partie offre de service, gouvernance d'accès mise en place pour 10 acteurs et mise en place d'un système de formation des utilisateurs. Donc là, on est sur des acteurs qui sont un peu plus avancés, où déjà tout est au clair, l'EDS est en place et les utilisateurs peuvent mobiliser les données de recherche. Le CHU de Martinique, le DS Nova avec Poitiers mettent en place en ce moment leur CSE. La gouvernance opérationnelle est mise en place au CHU de Montpellier. Et au niveau du GCS G4, finalisation de l'accord de consortium et du cahier des charges de la plateforme mutualisée. Donc là, on est vraiment dans la construction de l'offre de services entre les 4 acteurs du GCS G4. Et au niveau de la PHP, alors évidemment, la PHP est assez avancée vu que ça fait plus d'une dizaine d'années que l'EDS existe. On a déjà plus de 300 projets de recherche qui sont déposés depuis 2017. Implémentation d'un data catalogue est en cours, c'est leur étape aujourd'hui. Alors sur l'étape de transparence et d'exercice des droits, on a 11 acteurs qui ont mis en place l'information des usagers. Et également, certains ont mis en place les mécanismes d'exercice des droits. C'est le cas notamment de Saint-Joseph qui a mis en place la plateforme d'exercice Transparency qui est accessible via France Connect. Je vais assez vite parce que le temps est court, mais normalement, je pense que je suis au Voilà, bout. c'est bon. Alors, sachez qu'après chaque intervention, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez dans la salle ou à distance si vous nous suivez par le chat. Peut-être une question juste pour lancer les débats. Quelle est l'étape aujourd'hui la plus significative d'avancement des projets ? Alors, c'est vrai qu'il y a eu de très très belles réussites. Je pense que, alors encore une fois, on n'a pas une vision pleinement exhaustive. C'est sur la base d'un questionnaire. Évidemment, on est preneur de plus d'échanges pour avoir un panorama plus complet. Mais clairement, les étapes réglementaires, c'est un petit peu le nœud et l'étape nécessaire à la constitution des EDS. Alors, on a fait des petites analyses avec l'équipe. Aujourd'hui, on a 4 autorisations qui ont été obtenues post-référentiel CNIL. 9 autorisations pré-référentiel CNIL, donc en cours. 6 conformités au référentiel CNIL et 25 sont en cours d'autorisation ou de mise en conformité. Donc on voit qu'on a un peu plus de la moitié qui sont déjà, on va dire, en route et en règle pour la partie réglementaire pour la mise en œuvre. Donc ce sont des jalons qui sont assez majeurs. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Une fois, 2 fois, 3 fois ? Oui, une au fond, allez-y. Vous m'entendez bien ? Oui, parfait. Vous recommandez en général de plutôt faire une autorisation ou de suivre la conformité au référentiel si jamais on vous pose la question en tant qu'hôpital ?
je pense que tout va dépendre des finalités que vous allez atteindre. C'est sûr que, alors, d'expérience, et je pense que ça serait intéressant de faire peut-être réagir certains experts. Je pensais notamment au CHU de Montpellier, parce qu'ils se sont posé la question. Peut-être qu'on pourra te passer la parole après, Caroline. Je pense que tout dépend des finalités. L'autorisation CNIL permet de faire plus de choses. J'ai l'impression plus d'activités, à la fois que ce soit en termes de pilotage et d'activités de recherche. Mais peut-être pour rentrer un peu plus dans l'analyse, si on peut donner éventuellement le micro à Caroline, et puis peut-être d'autres qui voudraient prendre la parole sur cette question. Merci. Oui. Je pense que nous, en fait, on a fait une analyse sur ce qu'on voulait faire et de toute façon, le référentiel CNIL est assez clair. S'il y a des non-conformités, on est censé déposer une autorisation. Voilà. Et nous, en fait, on a déposé l'autorisation majoritairement pour 2 aspects. Premièrement, parce qu'on a une profondeur de données qui est plus importante que les 20 ans qui sont indiqués dans le référentiel CNIL, qu'on trouve dommage de jeter des données qu'on a et qui sont aujourd'hui utilisées dans le cadre d'études classiques. Et ensuite, deuxième point, c'est parce qu'on utilise beaucoup aussi notre entrepôt de données pour le pilotage de l'établissement et qu'en fait, cet aspect est très peu développé dans le référentiel CNIL. Du coup, on s'est posé des questions et finalement, on a trouvé que c'était plus favorable pour l'établissement, du coup, de faire un dépôt d'autorisation. Donc, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. Et logiquement, est-ce que vous êtes... Il y a quelque chose qui est très bien fait, qui est la checklist référentiel CNIL. Si vous avez beaucoup de non-conformités, je pense que ça vaut quand même le coup de faire un dépôt d'autorisation, même si c'est lourd. Au final, ça permet quand même de répondre à certaines questions qu'on se pose. Combien de temps pour le dépôt, la préparation du dossier ? La préparation du dossier, ça a été assez lourd. Et puis, c'est surtout la suite. Là, on en est à notre deuxième période, donc 2 mois plus 2 mois. On espère qu'on va avoir l'autorisation, on va voir. C'est le 4 juillet, normalement. Merci beaucoup. On aura des réponses lors d'une session CNIL prochainement. Donc, ce sera aussi l'occasion de poser la question directement aussi à la CNIL. Merci beaucoup, Carole Dauphin. On va continuer notre après-midi avec des groupes de travail maintenant, puisque au niveau national, différents groupes de travail se sont mis en place justement pour aider au développement des EDS hospitaliers, avec des thématiques très différentes autour des données de santé, comme par exemple le socle commun, la gouvernance d'accès ou alors le financement. On va voir où ils en sont avec vous, Claude Gissot. Vous êtes directeur de projet AMDAC à l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, et vous avez la ZAPET. Donc on démarre tout de suite. Exactement. J'ai la ZAPET, donc c'est... Oui, je vais essayer d'être en face des micros, mais c'est parce qu'en fait, ça me permet, je ne peux pas toucher. Ah, je suis là au fond, ça va. Okay. Bon, alors, merci d'abord de me donner la parole. Et je dois dire que nous aurions dû être 2, puisque tout ça, il faut savoir que le comité stratégique des données de santé, il est piloté à la fois par le ministère de la Santé et à travers la Santé, l'adresse, donc la direction de la recherche, des études, l'évaluation et des statistiques, mais aussi par le ministère de la Recherche et en l'occurrence, évidemment, la DGRI que vous connaissez évidemment. Et donc, normalement, nous aurions dû être en binôme. Mais donc, je n'ai pas pu être là. Et donc, je m'en occupe tout seul. Donc, comme le disait Émeric tout à l'heure, on n'a pas démarré le sujet de la stratégie de santé il y a 6 mois au moment du rapport Marchand-Hardier. Mais évidemment, le comité stratégique de santé, d'une part, il existe déjà depuis la loi de 2019. Et puis, comme je peux faire le côté ancien compétent, la création du SNIRAM remonte aux années 2000. Et donc, évidemment, tout le système d'information sur les données de santé, il s'est construit et il s'est enrichi au fil de toutes ces années. Mais néanmoins, évidemment, on a des besoins à un moment donné de remettre en tension ou de redonner de la dynamique sur un certain nombre de sujets pour permettre d'aller plus loin et de faire mieux. Alors, c'était évidemment l'objectif de ces groupes de travail qu'avait lancé le comité stratégique de données de santé, avec l'idée d'aborder effectivement des thématiques qui intéressent tout le monde et qui sont transversales et qui permettent de faire avancer l'ensemble des choses, d'aller jusqu'à proposer des outils, parce qu'évidemment, au-delà des recommandations que peut faire le COSTRAT, il y a évidemment la question d'aider les acteurs à s'emparer de ces choses-là et évidemment de pouvoir s'améliorer à chacun dans son endroit.
Et puis, donc, à alimenter la doctrine des entrepôts de données de santé, puisque, bon, c'est pas ici que je vais le dire, hein, on a bénéficié de cet appel à projet pour avoir cette dynamique et justement se servir de cet appel à projet et de vos réponses pour construire collectivement des éléments de doctrine autour des entrepôts de données de santé. Alors, ici, hospitalier pour ce qui nous concerne, mais... Olivier Serrier est là. Et donc, évidemment, dans notre esprit, il y a évidemment des entrepôts de santé qui vont au-delà des établissements de santé et qui peuvent intégrer, bien entendu, la médecine dite de ville, y compris des choses dans le médico-social, etc., etc. Donc, on peut, évidemment, tout ça nous amène à avoir des choses qui peuvent être plus élargies. Les thématiques qu'on a utilisées aujourd'hui, donc il y a le socle commun des données de santé, des données pour les entrepôts hospitaliers. L'idée, c'était de réunir les données minimales qui seraient intéressantes à cumuler au niveau national en les poulant, en les rassemblant, etc., pour donner une impulsion plus forte à la recherche et faciliter les appariements avec le national, faciliter l'exhaustivité sur un nombre de sujets, faciliter l'utilisation pour des projets de recherche multicentriques, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Ce socle, il a évidemment démarré et on en reparle tout à l'heure puisqu'il y a le sujet de la suite du socle avec standardisation qu'on va voir tout à l'heure. La gouvernance d'accès aux données de santé, donc ça c'était l'idée, vous savez que dans le dispositif national, il y a un CSRS, CNIL, machin, etc. Bon, l'idée c'est qu'aujourd'hui dans le guide des entrepôts, il y a un CSE et évidemment l'idée d'harmoniser cette activité de gouvernance d'accès aux données est évidemment un bon. Le catalogue des données, donc ça c'est prévu dans la loi de 2019, c'est-à-dire on a la base principale bien connue, j'espère, bien connu, SNIRAM, PMSI, cause médicale de décès, et prochainement des données des maisons départementales pour les handicapés, qui donnera des éléments intéressants sur cette population qui souffre parfois de pathologies particulières, mais aussi de traitements parfois différenciés, malheureusement, dans la prise en charge. Et puis, et à côté de cette base principale, il y avait la collection des catalogues, le catalogue des données et le catalogue des bases de données complémentaires visant évidemment à enrichir le SNDS dit élargi. Et évidemment, c'est un élément très important là aussi pour compléter les données et faire plus de recherche. Le point suivant est amené dans le financement pérenne. On en a évidemment parlé et c'est un sujet qui est en cours on essaie on le fait avancer. Alors, on le fait avancer, c'est pas toujours facile, mais notre idée, évidemment, c'est d'arriver à avoir ce fameux modèle équilibré de partage des données qui permettent à l'ensemble des producteurs de s'y retrouver, comme ceux des réutilisateurs, bien entendu, qui sont intéressés. La standardisation et l'interopérabilité du socle commun, donc là, je n'en parle pas trop, puisqu'on va l'évoquer tout à l'heure, mais évidemment, c'est pas tout d'avoir des données communes, mais si elles ont été collectées différemment, avec des nomenclatures différentes, avec des pratiques différentes, etc., à la fin, on se retrouve avec des données qui ne sont pas tellement comparables et qui ne sont pas tellement utilisables de manière commune. Donc, évidemment, il faut travailler là-dessus. Et enfin, des sujets autour des contratypes. L'idée de contratypes sur la mise à disposition de données, et j'y reviens tout de suite. Sur la gouvernance d'accès aux données, l'idée était suivante, c'est-à-dire on a une gouvernance nationale qui est bien connue, CSRS, on a des avis du CSRS qui sont bien connus, le dossier du CSRS il est bien déterminé, où on sait quand un porteur de projet, il sait ce qu'il doit remplir, etc., etc. Mais on sait que dans les différents entrepôts de données, il peut y avoir des gouvernances peut-être avec des fonctionnements un peu différents ou peut-être avec pas des outils qui sont aussi élaborés que ceux qu'on a au niveau national. Donc l'idée là, c'était l'idée de donner des outils à ces CSE qui sont introduits dans le guide des entrepôts de données de santé hospitaliers, puisque dans la loi... le CSE n'existe pas en réalité dans les comités. Donc il n'existe que parce qu'ils ont été créés dans le cadre du guide et parce que par ailleurs, anciennement et précédemment, bien entendu, il y avait des entrepôts ou en tout cas ou des cohortes, etc., qui avaient leur propre comité scientifique et éthique qui gérait de ça. Donc on n'a rien inventé dans cette ère-là, ni la CNIL, etc. Simplement l'idée là, c'est de mettre en place des modes de fonctionnement qui soient à peu près homogènes, avec des documents et des outils qui permettent aux gens de bien travailler facilement sur la composition, sur la qualité des avis, sur la manière de les délais, etc., pour essayer là aussi, de trouver que les acteurs comme les producteurs, ils savent finalement ce qu'ils ont à faire et finalement faciliter les relations entre eux. Donc, on a mis, alors vous aurez ça, donc voilà. Donc, le principal important, c'est de dire, voilà, on a fait 4
un kit qui comprend essentiellement ce que pourrait être un règlement intérieur. Donc si les gens n'en ont pas ou s'ils veulent les adopter, ils peuvent s'en servir pour en adopter un. Les fiches de traçabilité, donc comment le projet est arrivé, est-ce que j'ai bien toutes les informations sur le projet quand je le reçois. Les fiches d'évaluation, là aussi c'est pareil, essayer d'harmoniser ça. Et évidemment le modèle d'avis, puisque le modèle d'avis est très important, parce que le modèle d'avis, qu'on dise oui ou non, et en partie quand on dit non, il faut argumenter. Voilà. Quand on dit oui, à la rigueur, je pense que le porteur de projet, il s'en fout pas mal de savoir pourquoi on lui dit oui. Par contre, quand on lui dit non, je pense que c'est très important qu'il sache exactement pourquoi, parce qu'il peut être amené à redéposer un dossier et à corriger ce qu'il a fait et à arriver finalement à avoir un dossier qui passe. Tout ça, ce sont des documents qui sont à la disposition, qui permettent aux gens de travailler. Et évidemment, c'est articulé avec le CSRS, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui n'arrivent pas à se passer correctement au CSE pour des raisons diverses et variées, il peut être fait appel au CSRS, comme évidemment escalader le sujet. Hop. 2 minutes pour 4 travail. Bon, ça va être terrible. Bon, donc je vais aller beaucoup plus vite là-dessus, mais sachez que donc vous avez la possibilité. Contrat type, donc là l'idée c'est vraiment d'avoir un contrat type, un premier contrat type sur la simple mise à disposition des données pour un porteur de projet. On ne parle pas de collaboration à cet endroit-là, on ne parle pas de la manière de traiter la propriété intellectuelle quand il y a des collaborations, etc. On reste sur vraiment, j'ai des données, je les mets à disposition pour un porteur de projet qui récupérera toute la propriété intellectuelle du résultat. Ce n'est pas le cas majeur peut-être dans vos projets, mais néanmoins, ça nous paraissait indispensable de commencer par un contrat simple et ensuite de continuer à discuter ce qui va être fait dans les suivants. Donc, on a divisé ça en sous-groupes parce qu'effectivement, il y a toujours des sujets entre le RGPD, entre les questions de quand il y a un transfert de données et techniques, etc., qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Puis après, il y a évidemment des articles génériques qu'il faut traiter. Donc, mais en dehors de cette organisation, l'idée là, c'est qu'on travaille à ce moment et en septembre, on essaie d'avoir un premier document qui sera partagé et sur lequel on pourra avoir des retours de la part des acteurs. Sur le socle commun, donc là, je l'ai un peu dit en introduction. Donc, c'est définir l'ensemble de données communes à tous les entrepôts qui puissent être rassemblées et être utilisées de manière poolée et de manière multicentrique pour faciliter les projets de recherche qui concernent ces données-là. On n'a pas cherché à avoir toutes les données des entrepôts. D'abord, c'est pas possible. 2, elles sont très différentes potentiellement en fonction de leur construction. Donc, l'idée, c'est d'avoir un socle commun. Pour ça, on a fait évidemment un certain nombre de travaux et qui ont permis de rentrer, donc là, je fiche le calendrier, mais en gros, c'était fait ça l'année dernière. Et à la fin des fins, on a donné socle commun qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire à la fois des données démographiques, mais surtout des données cliniques, que ce soit des résultats de biologie. Je ne parle pas du socle du PMSI qui était déjà disponible, mais c'est intéressant de l'avoir dans le même parce que ça permet d'assurer la cohérence des données dans tout ça, etc. Et puis les données d'examen clinique et les données médicamenteuses. Sur le style de vie, on a encore à travailler, donc on le verra dans une deuxième temps, parce que, évidemment, interroger les gens sur la manière dont ils se comportent vis-à-vis de leur santé est toujours un peu compliqué. Donc, le GT-SOC, il a fait un certain nombre de préconisations, et donc vous l'avez là, mais surtout les standards, quadrifier le réglementaire sur les rapprochements, et notamment les appareillements, renforcer la formation et évidemment toujours la question financière qui n'est pas exemple de nos affaires, comme toujours. Sur les GT standardisation... Ah non, ça sera le suivant. Bon. Hop. Je m'arrête. On arrête. Et je laisse la parole à Vianney. Mais auparavant, on va voir s'il y a des questions dans la salle pour vous. Ne partez pas tout de suite en courant. Je reste là. Non, mais justement, vous restez là. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou à distance? Bon, pour le moment, la tablette débranche tout le temps, donc je n'ai pas les questions à distance, mais peut-être dans la salle, concernant le travail des groupes GT. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question là, je ne sais pas. Oui, on va vous amener le micro. Voilà, vous regardez de ce côté. Vous nous avez très bien présenté ce qui faisait consensus et ce qu'on peut savoir ce qui faisait dissensus. Où ont été les difficultés dans les groupes de travail? Dans les groupes de travail que nous avons là, il y a par exemple un point qui est difficile que j'ai cité, c'est qu'il y a beaucoup aujourd'hui dans les projets de contrat, il y a toujours souvent un aspect de coopération.
Et cet aspect coopération, il n'est pas facile à traiter parce que quelque part, c'est du traitement de 1 à 1, c'est-à-dire en fonction du projet, etc. Donc c'est pour ça que l'idée de la première a été de dire, je fais un contrat de simple mise à disposition, celui-là je le norme, et ensuite là-dessus, j'appuierai des travaux supplémentaires pour arriver à compléter cette affaire-là. Sur le socle, la difficulté qu'on a eue, c'est principalement la question des modes de vie, parce que la questionnement sur les modes de vie est assez compliqué. Voilà. Voilà. Sur la gouvernance, on n'en a pas tellement eu de difficultés. D'ailleurs, en réalité, ça devait rentrer dans un projet de loi de simplification, l'articulation entre le CSE et le CSRS. Mais bon, voilà, les événements font que ces projets de loi, ils ont souffert de certains événements récents. Et donc, on va voir s'ils se reprennent, mais pour le moment, ils sont bloqués. Moi, je dirais, sur ces sujets-là, on a pris des sujets sur lesquels on était capable d'avancer. Il est clair que sur les questions de financement, on a beaucoup de travail à faire, et là, pour le coup, c'est plus complexe. Et donc, il y a beaucoup de dimensions, et le cadre européen nous contraint aussi, ce qui nous oblige à nous adapter aussi à ce point de vue-là. En ce qui concerne la qualité des données récoltées, selon vous, sur quel point faudrait-il faire le plus d'efforts ? Alors là, si on rentre dans la qualité, on peut prendre notre après-midi, si vous voulez, mais parce que la qualité, si vous voulez, c'est quelque chose de très fluctuant et c'est une question d'un processus qui se met en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décréter les données sont qualité parce que ça. Les qualités, la qualité, elle dépend des usages. Donc, et c'est absolument nécessaire de commencer à se dire, voilà, comment je commence. Alors, la première chose à faire, c'est quand même ce que fait, je laisserai Vianney en parler, c'est de standardiser tout ça et d'arriver à mesurer à peu près de la même façon les choses à différents endroits. Après, vous avez des éléments de qualité qui sont la connaissance des métadonnées, c'est-à-dire leur exhaustivité, est-ce que j'ai des erreurs là-dedans, comment je les corrige, est-ce que j'ai un processus de correction avec une boucle, etc., etc. Donc, la qualité, si vous voulez, c'est un champ universel. En revanche, la première chose qu'il faut faire, de notre point de vue, en dehors de connaître la chose, savoir comment les choses sont collectées et comment elles sont transformées. C'est-à-dire qu'il a les données, les métadonnées, c'est-à-dire avoir un bon dictionnaire de variables, mais aussi y compris de comment sont construites ces variables et comment elles ont été collectées et quelles sont les qualités, sont les premiers éléments qui sont absolument nécessaires pour les utilisateurs. Merci beaucoup. Je signale aux personnes qui sont dans cette salle qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 80 personnes qui nous suivent à distance, et je dis à ces personnes qui nous suivent à distance qu'elles peuvent poser des questions si elles le souhaitent. On va tout de suite accueillir Vianney Jouet. Oui, on peut applaudir Claude Gissot, et c'est pas interdit. Voilà, on va maintenant parler d'un groupe de travail sur la standardisation, puisque c'est là-dessus que vous travaillez. Vianney Jouet, vous êtes responsable de l'ODS du CHU de Bordeaux et vous êtes pilote du groupe de travail standardisation du socle commun. Donc maintenant, ça y est, vous pouvez en parler. Merci beaucoup. J'ai cru que j'allais rater ma présentation et que Claude allait la faire à ma place, mais c'est bon. Je vais vous parler du GT standardisation. Une précision importante, donc c'est moi qui vous restitue, mais d'abord il y a un autre copilote qui est Olivier Station et qui pouvait simplement ne pas être présent. Olivier qui est à la PHP et qui copilote avec moi, mais c'est simplement je suis le porte-parole, on va dire. Et puis dans ce groupe de travail, c'est un groupe de travail, donc il y a de nombreuses personnes et notamment de nombreux participants aux différents projets d'EDS et lauréats à l'appel à projet EDS qui contribuent au quotidien et presque plus que les pilotes, je devrais dire. L'objectif de ce groupe, c'est vraiment de passer d'une définition un peu textuelle des variables du socle commun à quelque chose d'implémentable dans nos différents EDS pour qu'on soit capable de construire des variables et de les décrire de la même façon. Alors il y a deux axes. Un axe sur les formats, avoir les mêmes formats de données, et un axe très important sur la sémantique, avoir les mêmes dictionnaires et la même façon de décrire à la fois les questions et les réponses qui vont être contenues dans ces données. Pour avancer sur ce sujet qui paraît simple, on a peu de variables dans le socle, on a envie de dire, et puis c'est des trucs relativement standards, donc ça va être simple. En réalité, il y a beaucoup de complexité qui se cache évidemment et de nombreuses discussions, mais pour avancer concrètement, on s'est posé deux questions, on a fait ça en deux phases. La première étape, dans quel cadre on va se mettre, sur quoi on va s'appuyer dans ce qui préexiste pour définir notre standard. Et puis le deuxième, c'est le dur, et donc c'était des sous-groupes qui ont travaillé là-dessus. Pour chaque axe de données à décrire, chaque variable du socle, il y a des sous-groupes qui se sont réunis et qui ont essayé de se mettre d'accord sur quel dictionnaire utiliser, comment faire. Globalement, sur la phase 1, avec mon
optimisme naturel. J'avais envisagé qu'il n'y aurait pas de discussion, qu'on réglerait ça à peu près en 1 heure. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Globalement, il y a 2 possibilités qui ont émergé. La première, qui est très dans le monde des EDS, qui est OMOP, qui est un modèle de données avec des dictionnaires, qui est vraiment fait pour standardiser des données, et notamment hospitalières, donc qui est très adapté à notre problème, et qui est très répandu en Europe et dans le monde, qu'on retrouve dans de nombreux projets, et qui notamment est dans des projets qui préfigurent aujourd'hui l'espace européen des données de santé, donc un modèle assez évident. Et un deuxième, qui lui est plutôt dans le monde du soin, qui est le modèle FHIR, donc un standard d'interopérabilité. Et en fait, quand on a regardé ça de près, quand on a discuté, il y a des avantages et des inconvénients à chaque. Au MOP, on s'enferme un peu dans le monde des EDS de façon isolée. FHIR, on est plus dans la production de soins, mais par contre, il y a quand même des outils pour construire le standard, les décrire, les documenter, les restituer, qui sont assez efficaces de ce point de vue-là. Et en plus, FHIR se situe aussi dans un contexte national où on a des travaux de l'ANS sur cet objet FHIR, et donc c'était intéressant d'essayer de s'articuler avec. Globalement, quand on a fait ce choix, on a quand même dit on va spécifier en OMOP, et puis il y a un groupe qui va s'occuper de FHIR, et qui lui va essayer de redécrire en FHIR ce qui aura été spécifié en OMOP, ce qui aura des avantages probablement sur la suite, si on continue sur cette stratégie, je vous en parlerai à la fin. Globalement, dans OMOP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini quelle table allait contenir quelles données, dans ces tables, quelles variables devraient être remplies, quel lien entre les identifiants des patients, des séjours et ces données. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais vous montrer un exemple après sur la partie OMOP. Et puis on a défini surtout les vocabulaires. Donc il y a des vocabulaires évidents comme la SIM10, mais en biologie, il faut aller vers l'OINC et il faut faire des mappings. On a regardé dans la biologie les vocabulaires qui étaient utilisés dans les systèmes d'information sources, et on voit qu'on n'a pas tous les mêmes codes ou les mêmes unités en fonction des différents établissements. Donc il y a un vrai enjeu d'homogénéisation. Et en fait, on a défini tout le champ des possibles et comment le standardiser. Et en ce qui concerne FHIR, donc il y a un vrai enjeu, mais il y a aussi un peu une acculturation à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui sont bien maîtrisées par les équipes. Et donc on a eu plutôt une montée en compétences portée par des acteurs, notamment à la PHP. Voilà, celui qui a motivé le déploiement de FHIR a vraiment fait un travail de formation, et je pense que c'est plutôt un outil pour l'avenir. Et aujourd'hui, l'ANS s'implique, on devrait avoir un espace GitHub pour pouvoir justement faire du profilage et décrire les ressources en FHIR à déployer. Alors le calendrier, je vais aller très vite, mais globalement, c'était un calendrier ambitieux, mais on peut constater qu'on est quasiment dans les temps et qu'on devrait pouvoir tenir à peu près ce qu'on avait prévu. Donc en septembre, produire un document avec des conclusions probablement, ce qui est plutôt une réussite parce que ça paraissait assez irréalisable au départ. Juste un exemple pour rendre les choses concrètes et vous dire qu'on n'a pas travaillé dans le vide. Globalement, si on prend l'exemple de la biologie, on a défini dans quelle table, la table mesurement, devait se trouver ces résultats de biologie, ces variables de biologie. On a dit qu'il fallait utiliser la LOINC. Pour chacun des items de biologie, on a dit quel code on allait devoir utiliser. Vous avez un exemple dans le tableau du bas avec la créatinine et vous voyez qu'il y a différents codes avec différentes unités. On a aussi standardisé les unités en UCUM en s'appuyant sur les choses qui existaient, tout simplement, et en s'appuyant sur ce qui existait dans chaque EDS qui allait vérifier un peu les codes qui étaient utilisés localement. Et puis on a un point très important qui est celui de la qualité des données qui a été évoqué. Donc c'est un sujet qui est éminemment complexe, évidemment. Mais une première étape, c'est déjà de décrire comment se comportent les données dans chacun des EDS. C'est une première façon de voir, est-ce qu'on a de l'hétérogénéité, est-ce que quand on parle de la même variable, est-ce qu'on a le même genre de résultats. Donc vous avez un exemple ici qui représente des mappings de plusieurs variables qui se trouvent dans un établissement, mais l'idée générale de ces indicateurs, c'est de suivre au cours du temps le nombre d'observations. A-t-on des trous dans le nombre d'observations ? Ça pourrait révéler par exemple un automate en biologie qui n'aurait pas marché pendant quelques mois, ce genre de choses. C'est des choses qu'on observe dans certains EDS. Je ne citerai pas de nom, mais bon, vous savez où je travaille, donc ça existe. On a aussi dans cet exemple quelque chose d'intéressant qui est étudier les valeurs moyennes, les valeurs médianes au cours du temps. Simplement vous montrer que spécifiquement sur cet exemple-là, on a des valeurs qui sont à peu près similaires au cours du temps, sauf un certain mapping qui contient une toute petite période de temps avec des valeurs beaucoup plus basses. Et ça représente des choses qu'on retrouve dans nos systèmes d'information. Dans le cadre d'études particulières, on va coder localement un même résultat de biologie différemment pour dire qu'il se fait dans le cadre d'une étude particulière. Et donc, en fait, ce résultat qui est de la créatininémie concerne une population particulière, dans un contexte particulier, sur un temps particulier. C'est très important de pouvoir avoir ces descriptions à l'échelle de tous les établissements pour bien comprendre ce qu'on va faire ensuite de ces données. Je pense que c'est une première étape, non pas de mise en qualité des données, mais de description de leur comportement.
Globalement, ce groupe, il va aussi faire un peu des grandes recommandations, au-delà des premiers résultats qu'il a fait, et je pense qu'elles sont éminemment importantes, parce que si on ne fait pas ces grandes recommandations, alors en fait, on aura travaillé dans le vide. La première chose, c'est que c'est bien de faire un groupe de travail, de le faire travailler pendant 1 an, et de dire quel serait le bon standard, et de commencer à le décrire. Mais les standards, c'est fait pour être maintenu, ça évolue dans le temps, les sources de données évoluent dans le temps, on est susceptible de faire de nouveaux cas d'usage, et donc il faut absolument maintenir ça correctement, il faut installer une gouvernance. Ça ne peut pas être un groupe de travail de quelques EDS qui maintient ça tout seul. Il faut une organisation, une gouvernance, des modalités de prise de décision. Quand on fait évoluer un standard, ça fait énormément râler ceux qui avaient standardisé leurs données, mais des fois c'est nécessaire. Donc il faut une gouvernance pour organiser tout ça. Il y a un vrai sujet sur un certain nombre de données qui sont celles du style de vie. On n'a pas été en mesure de les standardiser tout simplement parce qu'on ne sait pas en détail quelle est la cible réelle. Et ça, c'est pas à la main des gens qui font le standard de définir quelle est la cible, c'est plutôt à la main des experts du domaine ou ceux qui expriment le besoin. Et donc, on a un petit peu botté en touche et renvoyé la balle plutôt vers des sociétés savantes sur comment doit-on collecter la consommation du tabac et ce genre de choses dans nos systèmes d'information ou en tout cas dans nos entrepôts de données. Et une autre partie importante, c'est sur la qualité des données. Donc on a fait plutôt un travail préliminaire. Je doute qu'on ait des recommandations claires sur tout un tas d'indicateurs à fournir avec les données du socle. En revanche, il est évident qu'il faut travailler sur ce sujet. Et comme c'est un sujet complexe, il y a quand même des projets en cours, notamment le projet Quantum qui a été initié au niveau européen. Et probablement, il faudra s'appuyer sur ces travaux plutôt que de se lancer dans un modèle d'évaluation de la qualité à la française. Je pense qu'on a tout intérêt à monter tout de suite à l'échelle européenne. Surtout que Quantum a pour objectif de définir un peu une certification des données. Je crois qu'il y a quand même là on va dire de la puissance et des moyens de réflexion qui permettront de faire émerger des solutions intéressantes. En tout cas, il faudra suivre ça de près. Et puis un dernier point sur Fire, c'est probablement un outil extrêmement intéressant à 2 niveaux, en amont de nos entrepôts, parce que si on arrive à définir un certain nombre de profils assez précis qui devraient alimenter nos entrepôts, on devrait avoir des éditeurs qui devraient être capables de les implémenter pour alimenter nos entrepôts, ce qui pourrait être extrêmement intéressant à terme. Et en aval aussi, potentiellement, pour avoir des cas d'usage plus proches, on va dire du bac à sable pour un certain nombre de startups qui voudraient faire la visualisation de données, si on était capable d'exposer ces ressources Fire telles que définies par le socle et standardisées, ce serait excellent. D'autant plus si ces ressources Fire étaient aussi réutilisées ensuite par l'ANS comme des profils qui devraient être mis en place dans le cadre du soin parce qu'il y a beaucoup de similitudes malgré tout. Donc on a tout intérêt à travailler dans ce sens. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup. On va prendre tout de suite des questions s'il y en a dans la salle. N'hésitez pas. Première vue sur le chat, là, il n'est pas très bavard, notre chat, aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Moi, je le suis, donc je vais prendre une première question avec moi-même. Finalement, ce travail de standardisation est tout à fait intéressant. Là, il est fait pour les entrepôts de données de santé. Est-ce qu'il pourrait plus globalement intéresser, concerner l'ensemble des établissements de santé, y compris ceux qui ne font pas partie des EDS ? Alors, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses qu'on définit ici qui sont assez spécifiques aux EDS, mais comme je le disais juste avant, le travail qui est fait en lien, et j'espère que l'ANS sera encore plus en lien avec nous pour travailler là-dessus, qui est un travail d'amont, probablement pourra bénéficier à de nombreuses autres structures, à la fois hospitalières et au-delà, parce qu'on est sur des variables qui sont quand même communes à de nombreux systèmes, à la fois en ville, à l'hôpital et un peu partout. Alors, question. Allez-y, il y a une question là, dans la salle. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez amener le micro ? Là. Vous m'entendez ? Oui. Il est reproché souvent à OMOP qu'on perd un peu d'informations. Je pense en particulier à CCM, qui n'a pas d'équivalent direct dans OMOP. Est-ce que vous faites un OMOP à la française ou comment vous gérez ça ? Alors, j'ai du mal du coup, dans la question, il y a quelque chose d'un peu étrange. Dire qu'on perd de l'information et parler de la CCM, en fait, c'est un problème d'alignement. Si on aligne correctement la CCM vers les standards OMOP, ou si on pousse un certain nombre de concepts supplémentaires vers Odyssey qui maintient OMOP, on devrait pouvoir y arriver. Donc, le problème de l'alignement de la CCM, c'est vraiment un problème métier. Il faudrait que des acteurs du métier s'intéressent à ces alignements. Si on laisse faire ces alignements à des gens qui font des entrepôts, on va probablement perdre beaucoup d'informations, voire générer des choses contradictoires. La CCM est relativement compliquée à comprendre, malgré tout. Après, évidemment, quand on standardise des données, le choix qu'on fait, c'est de dire que tout le monde va décrire des informations qui sont hétérogènes au départ de la même façon. Dès qu'on fait ce choix, on est obligé de perdre
une certaine finesse. D'ailleurs, ça justifie parfaitement le fait d'avoir probablement des entrepôts locaux qui sont très très proches, des données très précises, très pointues sur les informations qui sont présentes dans chaque système d'information, et peut-être des niveaux un peu plus standardisés qu'on va vouloir interroger de façon beaucoup plus transversale. Donc on est obligé de perdre de l'information pour standardiser, c'est une évidence. Quand on prend un document en texte libre, il est extrêmement riche. Si on veut le standardiser, en faire quelque chose qu'on va pouvoir partager et traiter de la même façon, on va perdre 90% de l'information, la finesse, les subtilités, c'est assez évident. Mais l'avantage de ça, c'est qu'après on peut travailler à une toute autre échelle, probablement, soit de façon distribuée ou centralisée, peu importe les modèles. Merci. Une autre question au fond de la salle. Bonjour, une autre question. Maîtriser ces standards nécessite quand même une expertise, que tu as évidemment, et que les différents CHU qui participent au groupe de travail ont. Mais comment est-ce que le groupe pense la distribution, on va dire, en gros, de l'implémentation de ces modèles? Notamment, je rejoins un peu la question de monsieur de tout à l'heure sur tous les hôpitaux et tout le soin. Est-ce que c'est des formations de tous les hôpitaux? Est-ce que c'est par des industriels, par les éditeurs? Comment est-ce que le groupe de travail, en gros, voit cette propagation à la plus grande échelle? Alors, là, je ne peux donner que mon opinion parce que je ne connais pas la stratégie nationale sur ce sujet de façon très, très précise, mais ce qui est clair, c'est que sur la partie OMOP et standardisation des EDS, dans le groupe de travail, on n'a que des personnes qui travaillent sur leurs EDS et qui les implémentent. Donc, les gens qui définissent les standards là, connaissent très très bien leur système d'information hospitalier. D'ailleurs, font émerger de façon très efficace l'hétérogénéité des systèmes d'information hospitaliers. Et donc, ça permet de voir tous les problèmes qu'on rencontre quand on veut standardiser. Donc, on peut penser que tous les lauréats là, vont être en mesure d'implémenter en OMOP une version de leur EDS sur ce socle de façon relativement simple. C'est quand même un vrai chantier, mais je pense qu'ils devraient pouvoir y arriver. Pour ce qui est d'aller au-delà, et notamment sur le profilage FHIR, c'est probablement un mélange de toutes les solutions que tu évoques là. C'est probablement à la fois un écosystème d'industriels, de personnes dans des établissements qui savent faire, et un mélange de tout ça qui devrait permettre d'avancer. Déjà, l'étape du profilage, c'est un vrai exercice. Je dois dire que j'avais fait un petit peu de FHIR, mais le profilage, c'est quand même un autre niveau. Un vrai exercice. Ensuite, l'implémentation, je pense qu'il faut que les gens se forment. Et ce serait bien qu'on se forme tous à FHIR, beaucoup plus. Merci. Pas de questions? Si, une. Allons-y, la dernière. Oui, bonjour. Quelles sont les ambitions en matière de collecte de données exposoniques et de manière plus générale de données environnementales et socio-économiques? Alors la seule réponse que je peux faire, c'est qu'elles sont totalement en dehors du socle, mis à part sur les données de style de vie dont on voit qu'on n'a toujours pas été capable de définir le standard correspondant, mais voilà, je pense que c'est au-delà de mon domaine. Je vais reprendre juste la main sur ce sujet. Nous avons dans la feuille de stratégie, la stratégie de données de santé, il y a aussi l'enrichissement de la base principale sur ces sujets-là. Et donc, on a deux axes qui sont évidemment les données sociales, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a très peu de données sociales dans les données, etc. Donc, on n'a pas du tout de gradient social. Or, on sait très bien qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont très liées aux gradients sociaux, donc il faut en tenir compte. Et puis, il y a effectivement les données environnementales. Et donc, les données environnementales, elles nécessitent de localiser de manière extrêmement fine les données du SNDS de manière générale, ou toutes données. Parce que si vous voulez savoir si vous avez subi l'épandage de votre voisin l'agriculteur, la commune ne suffit pas, l'îlot ne suffit pas, l'IRIS ne suffit pas, etc. Donc on se pose ces questions-là, évidemment, et on va chercher à s'améliorer là-dessus. Mais par ailleurs, il faut bien comprendre que quand vous faites ça, c'est comme si vous disiez dans le SNDS, j'enlève l'identifiant pseudonyme, c'est comme si je mettais les noms, prénoms de tout le monde. C'est comme si je mettais le nom, prénom de tout le monde. Et alors, il y a des choses qu'on peut faire au niveau de l'IRIS, mais même l'IRIS, si on prend l'exposition, par exemple, aux pesticides, ça ne suffira pas. D'accord. Si vous prenez l'exposition évidemment à la chaleur ou à la pollution atmosphérique, sans doute ça peut suffire, etc. Mais enfin, on voit bien que donc on doit travailler progressivement. Et d'ailleurs, la plateforme de santé, je mets en situation de dire plateforme de santé, avec le GD4H, donc là je dis GD4H, Green Data for Health, a mis en place des projets autour de liens entre santé et environnement. Et on a des projets qui débarrent là-dessus et qui vont permettre de progresser sur ce point. Et on verra si on peut faire des généralités, mais attention à l'identification.
Bien, ben merci beaucoup à Vianney Jouet et puis à Claude Gissot qui est venu apporter des compléments d'information. On va donc maintenant s'intéresser pour la dernière partie de cette partie. On va parler de l'appel à projet données de santé et applications, DATAE, comme c'est affiché à l'écran, qui a été lancé en octobre 2023. L'idée, c'était de sélectionner des équipes ayant des projets de recherche qui utilisent les données des EDS. Donc Lionel Dacruz, vous êtes chef du bureau organisation et financement de la recherche à la DGOS. Vous allez donc nous parler de ces premiers lauréats et de ce qui va se passer dans les prochains mois. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais passer très vite la parole à deux lauréats de l'appel à projet DATAE. Mais avant, on va rappeler quelques éléments de contexte sur cet appel à projet-là. Bon, c'est une appalissade, mais il y a beaucoup de données de santé dans les établissements de santé. Et pour peu que ces données soient structurées, collectées, bien organisées, ça représente vraiment un potentiel gigantesque pour la recherche, l'innovation et l'amélioration du système de soins. Donc de manière complémentaire à l'appel à projet structuration des EDS qui a été présenté un peu plus tôt, on a lancé avec l'aide du Health Data Hub et côté des GOS un appel à projet complémentaire à cet appel à projet sur les EDS. C'est un appel à projet DATAE qui vise à faire émerger donc des cas d'usage sur ces entrepôts de données de santé. Et donc c'est un appel à projet qu'on a lancé en octobre dernier et qui avait trois objectifs. Produire des connaissances scientifiques sur la base de la réutilisation des données de santé. On a beaucoup parlé de la réutilisation des données de santé un peu plus tôt. D'encourager également l'organisation et le développement de collaboration en créant des écosystèmes autour des bases de données mutualisées. Et enfin, de favoriser le développement de l'expertise des offreurs de soins dans le domaine de l'exploitation des données. Donc c'est un appel à projet qu'on a lancé en octobre. On a donné les résultats le 10 juin, donc c'est assez récent. On a reçu beaucoup de projets. On a reçu 95 projets sur cette première édition de DATAE. On en a retenu 15, donc ça nous fait un taux de sélection de 16%. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra davantage dimensionner cet appel à projet pour avoir un taux de sélection encore plus important, puisque effectivement, un beau taux de sélection, c'est plutôt autour de 25%. Mais donc là, c'était une première édition et 15%, c'est déjà quelque chose de positif. On va relancer une nouvelle édition de cet appel à projet DATAE pour la session 2024. On parlait de l'édition 2023 et on la lancera vraisemblablement en octobre 2024. Et je vais tout de suite laisser la parole à deux projets, donc un du CHU de Poitiers et un de la PHP qui ont été lauréats donc à l'appel à projet DATAE. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de vous dire aussi que le budget qui était engagé sur cet appel à projet, c'était 3,5 millions d'euros. Et on va financer là en C2, donc en circulaire budgétaire et tarifaire 2024, donc 15 projets qui vont de 67 000 euros de mémoire à 350 000 euros. Et après, on financera par tranche. Effectivement, la DGOS, on finance sur l'atteinte de jalons. Et donc, en l'occurrence, le dernier jalon, ce que l'on souhaite, c'est des publications dans des revues scientifiques d'excellence. Merci beaucoup Lionel Dacruz. On va démarrer tout de suite avec le premier projet, celui du CHU de Poitiers. J'ai demandé au professeur Rémi Coudroy de me rejoindre. Vous êtes réanimateur médecine intensive réanimation au CHU de Poitiers et vous allez donc nous présenter ce projet qui concerne le sevrage de l'oxygénothérapie chez les patients qui souffrent d'une insuffisance respiratoire aiguë. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, ce projet porte sur le sevrage de l'oxygénothérapie nasale à haut débit chez les patients qui ont une insuffisance respiratoire aiguë. Voici mes liens d'intérêt. Je travaille sur l'oxygénation et la ventilation, donc j'ai des liens d'intérêt avec des sociétés qui fabriquent des ventilateurs et des dispositifs d'oxygénothérapie nasale à haut débit. Mais là, l'objectif de ce projet, c'est de les arrêter le plus vite possible. Pour vous synthétiser un peu rapidement le problème, c'est que l'insuffisance respiratoire aiguë, ce sont des symptômes qui sont secondaires à une agression pulmonaire. Je pense que vous avez tous entendu parler du Covid, donc l'agression pulmonaire qui peut être secondaire à une infection virale ou à une infection bactérienne principalement. Ça représente environ 25% des admissions en réanimation, donc c'est une charge très lourde en soins. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 40% des patients qui viennent pour une insuffisance respiratoire aiguë qui vont être intubés et mis sous assistance respiratoire, sous ventilation invasive. Et quand les patients sont mis sous ventilation invasive, il y a un taux de mortalité qui est supérieur à 50%. Plus d'un patient sur deux va décéder. On est sur des mortalités en réanimation ou à 28 jours, donc sur des mortalités très précoces. L'oxygénothérapie nasale haut débit, c'est le traitement qui est recommandé par les sociétés savantes actuellement en première intention.
En fait, ça consiste à administrer par le nez un débit de gaz qui va contenir un mélange d'oxygène et d'air, et donc ce qui va permettre de baisser la fréquence respiratoire et d'enrichir ce gaz en oxygène. On peut atteindre des fractions inspirées en oxygène, des quantités d'oxygène très importantes qui vont permettre d'améliorer l'oxygénation par rapport aux autres techniques conventionnelles. La combinaison d'un débit de gaz élevé et d'une oxygénation meilleure va permettre de diminuer la dyspnée, cette sensation d'étouffement, de gêne respiratoire par les patients, et d'améliorer le confort des patients. Et ça a montré dans des études randomisées contrôlées que ça permettait de diminuer le risque d'intubation et chez les patients les plus graves, de diminuer la mortalité également. Le problème, c'est quand est-ce qu'on arrête ? Ce sevrage de l'oxygénothérapie à haut débit, il y a très peu de données, et en fait c'est une sorte de balance entre le risque lié à un sevrage trop tardif, parce que si on laisse ce dispositif trop longtemps, les patients vont rester dans les services de soins critiques plus longtemps, ils vont occuper des lits de manière inutile, ils vont saturer les services, comme on a pu le connaître avec le Covid, et ça a un coût non négligeable pour la société. Et un sevrage qui va être trop précoce, et quand ce sevrage est trop précoce, ça va exposer le patient au risque d'échec. À ce jour, il n'y a qu'une seule étude qui s'est intéressée au sevrage de l'oxygénothérapie à haut débit. C'est une étude monocentrique qu'on avait réalisée dans le service sur 2 ans. À peu près près de 190 patients qui avaient de l'oxygénothérapie à haut débit qui a été arrêtée. On avait regardé ce qui se passait à la première tentative d'arrêt de cette oxygénothérapie à haut débit, et on s'est aperçu que les patients chez qui on avait besoin de remettre l'oxygénothérapie à haut débit, par la suite, allaient rester en réanimation 2 fois plus longtemps que les autres et avaient une durée de traitement qui était 2 fois plus importante que les autres. Et on avait trouvé un critère clinique très simple, la fraction inspirée d'oxygène, au moment du sevrage, qui était associée à plus de chances de succès de sevrage. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à la question de quand sevrer l'oxygénothérapie à haut débit ? On ne peut pas se contenter d'une étude rétrospective monocentrique. En fait, il faudrait faire des études interventionnelles, des études randomisées contrôlées, multiples, qui comprendraient des patients avec des critères d'inclusion différents, avec des durées de traitement d'oxygénothérapie à haut débit différentes, des cinétiques de baisse du débit ou de la fraction inspirée d'oxygène différentes, ce qui fait que la faisabilité est quasi impossible, puisqu'il faudrait des effectifs de patients extrêmement importants, il faudrait des critères d'inclusion dynamique. Et donc, c'est pour ça que, sur les propositions du professeur Fouché, on s'est tourné vers l'émulation d'essais cliniques. L'objectif étant de développer une méthodologie nécessaire à l'émulation d'un essai clinique, au début, et puis de plusieurs autres essais cliniques par la suite, dont l'objectif serait de comparer le pronostic des patients en prenant un critère qui est composite, c'est-à-dire le nombre de jours vivants à J90 et en dehors de l'hôpital, entre les patients qui ont une première tentative de sevrage de cette oxygénothérapie à haut débit par rapport à ceux chez qui on a poursuivi l'oxygénothérapie à haut débit. Mais il faudrait que les patients aient des caractéristiques similaires, y compris un temps d'exposition, un temps depuis le début de l'oxygénothérapie à haut débit qui soit similaire. Donc c'est pour ça qu'il y a des techniques statistiques qui seront employées. Je suis bien incapable de vous expliquer ça dans le détail, mais avec des scores de propension, avec des ajustements, ce sont des variables dynamiques. Et on a également comme objectif secondaire de comparer la durée d'hospitalisation en soins critiques, la mortalité des patients également et leur survie à J90. Et également de décrire chez les patients qui auront été sevrés le pourcentage de patients vivants sans support d'oxygénothérapie à haut débit au bout de 48 heures, et chez les patients chez qui on aura poursuivi l'oxygénothérapie à haut débit, décrire l'incidence cumulée du sevrage et le pourcentage de patients vivants sans support d'oxygénation au bout de 48 heures. En termes de méthodologie, en fait, on fait appel au groupement de coopération sanitaire de Nouvelle-Aquitaine qui est composé de 3 CHU, celui de Bordeaux, de Limoges et de Poitiers. Donc ça va réunir à la fois des compétences de santé publique. Donc à Bordeaux, c'est Dr Jouet qui vient de parler à l'instant et le professeur Alexandre Boyer. À Limoges, c'est le professeur Magnier en santé publique et le professeur Philippe Vignon en réanimation. Et à Poitiers, donc le professeur Yoann Fouché en termes de méthodologie biostatistique, ainsi que les docteurs Kié Cosson en santé publique, et moi pour le côté réanimation. Et en fait, quand on regarde les difficultés, ou en tout cas, ce qui m'impressionne, c'est la capacité qu'il y a, avec ça, c'est tous les logiciels qui sont utilisés dans les différents hôpitaux. Donc vous voyez, il y a toute une diversité de logiciels, et donc c'est là qu'il va être important de pouvoir synthétiser et utiliser le même langage pour que tout le monde puisse se comprendre et qu'on puisse utiliser toutes ces données. Pour ceux qui ne connaissent pas les logiciels métiers de réanimation, ça ressemble à ça. Là, vous avez une patiente, donc c'est anonyme, j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas de nom, bien sûr. Vous avez 12 heures d'hospitalisation qui sont résumées là. Et donc, vous avez sur la gauche tous les paramètres qui sont mesurés.
paramètres vitaux, les paramètres soit qui sont remontés, qui sont captés en continu par le logiciel de monitorage, puisque tous les patients sont équipés d'une surveillance continue de la pression artérielle, du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire, de l'oxygénation, également des données qui sont relevées par les paramédicaux. Mais l'intérêt de ces logiciels, c'est que les données sont remontées à chaque minute. Donc en fait, on peut agrandir la fenêtre et voir ce qui se passe minute après minute. Donc ça fait une masse considérable de données à analyser et qu'il va falloir prendre en compte. L'objectif de cette étude est d'inclure des patients, bien sûr, adultes qui sont admis dans les services de soins intensifs de Nouvelle-Aquitaine depuis le début de l'utilisation de ce logiciel métier, donc en 2015 à Limoges, en 2019 à Poitiers et en 2022 à Bordeaux, des patients qui auront une insuffisance respiratoire aiguë ou qui ont eu une insuffisance respiratoire aiguë définie par une fréquence respiratoire au-delà de 25 cycles par minute et qui ont été traités par oxygénothérapie nasale à haut débit, en excluant les patients qui ont eu de l'oxygénothérapie à haut débit de manière préventive. L'objectif, c'est de s'intéresser aux patients qui en ont besoin de manière curative pour les améliorer, et qui auront eu d'autres traitements, d'autres supports d'oxygénation associés à l'oxygénothérapie à haut débit. On a estimé que ça représentait environ 1900 patients, donc mis en parallèle avec notre petite étude monocentrique réalisée où on avait 2 ans et à peu près 200 patients, ça ferait l'équivalent de 19 ans d'études rétrospectives pour un seul centre. Donc ça permettrait d'avoir une masse de données, une masse de patients très importante. Voilà, je vous remercie de votre attention et de votre soutien. Merci beaucoup pour ce projet de recherche passionnant. Le deuxième exemple de recherche maintenant, Dionysos, c'est son nom. Il concerne des patients qui souffrent d'hépatite alcoolique aiguë. On va avoir une présentation à 2 voix avec le professeur Vincent Mallet, qui était pathologue à l'hôpital Cochin, et Mathis Collier, qui est investigateur principal du projet Dionysos. J'ai oublié de préciser que ça concernait la PHP. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi je suis Vincent Mallet. Donc je suis pathologue à Cochin. Effectivement, je me suis lancé dans la donnée en 2017. Par le biais de la TIH, du PMSI, en fait, j'étais assez impressionné par cette quantité de données qui était assez peu utilisée. Je m'intéressais, en fait, mon idée au départ, c'était de décrire les maladies du foie sous un angle différent, en fait, en utilisant les big data. Je suis entré là-dedans et on a pu décrire et on s'est très vite intéressé, on s'est rendu compte qu'en fait, le poids de l'alcool sur les maladies en France, mais c'est monstrueux. On parlait de lifestyle tout à l'heure. En fait, c'est pas codé. C'est très mal codé. Et juste en utilisant les données de l'OMS, on se rend compte que le poids des maladies, je sais pas, il y a 1,5 million dans la base de la TIH de patients avec un trouble d'usage d'alcool tel que c'est défini par l'OMS, c'est-à-dire une pathologie associée, liée à l'alcool, identifiée par un médecin, codée comme telle, corrigée par les DIM, remontée à la Sécu et codée comme ça, 1,5 million. Et ça drive les maladies, notamment le cancer. Pour vous faire une idée, le sida, en 40 ans, a tué 40 000 personnes en France. L'alcool tue 42 000 personnes tous les ans. Le tabac, 70 000. Et donc, derrière les maladies qui sont actuellement traitées, alors peut-être c'est pas votre sujet, mais l'hépatite C, par exemple, derrière l'hépatite C, il y a beaucoup d'alcool. Il y a beaucoup de patients guéris de l'hépatite C qui vont faire le cancer du foie derrière parce qu'il y a un problème d'alcool. On parle énormément d'épidémie d'obésité, de diabète, et avec Mathis Collier, que j'ai eu la chance de rencontrer et avec qui je travaille, on travaille beaucoup sur le diabète. En fait, prendre en compte le diabète de type 2, l'obésité et ce qu'on appelle les stéatoses sans prendre en compte l'alcool. Mathis, t'es d'accord, c'est une erreur. C'est un gros facteur confondant, Donc on s'intéresse à ça, et Dionysos, donc en fait le groupe s'appelle Démosthène, enfin le groupe Démosthène. Démosthène, c'est, pour ceux qui ne savaient pas, c'était le plus grand orateur de la Grèce antique. Il était bègue. Et il a appris à parler avec des cailloux dans la bouche. Et il est devenu le plus grand orateur de la Grèce antique. Et toutes ces tables qui s'emboîtent les unes dans les autres, la sécam, tous ces trucs-là, finalement, à partir de données extrêmement brutes, incompréhensibles, on arrive à faire des belles figures, et à comprendre, et en fait, on voit les choses. C'est évident, ça saute aux yeux, C'est ça qui est beau dans la data, et c'est comme ça que j'y suis venu, Donc sur 1,5 million de personnes, dans l'EDS, en fait, en France, ça c'est l'ensemble des hôpitaux français, il y a 1,5 million de personnes qui ont un trouble d'usage d'alcool codé, et sur les 10 dernières années, donc ça c'est ce qui est codé, il y a 81 000 personnes qui souffrent d'une hépatite alcoolique, qui est un code PMSI qu'on peut assez identifier, donc un collègue, un médecin, corrigé par un DIM, remonté à la Sécu, donc double correction, ces patients-là ont été codés, et c'est un patient sur 2 qui va décéder. Et à l'heure d'aujourd'hui, pour vous faire une idée, la plus grande étude, donc les patients, ils ont une hépatite alcoolique aiguë, les plus graves, ils ont une corticothérapie,
un traitement par des corticostéroïdes pendant 4 semaines. Et avec ça, la plus grande étude multicentrique randomisée, le P à 4 semaines, il est à 0,06 et à 12 semaines, il est non significatif. Donc il n'y a pas beaucoup de traitements. Et la mortalité à 1 an, que ce soit sévère ou pas sévère, c'est 30% de décès. Et il n'y a pas de traitement. Et on s'est intéressé à ça, notamment avec Mathis, en regardant la TIH, sur est-ce qu'il y a d'autres biomarqueurs qui pourraient améliorer la survie de ces gens-là. Voilà. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est l'idée de Dionysos, c'est de voir si est-ce qu'il y a des biomarqueurs, des maladies infectieuses. On a un travail où on montre que finalement, il y a des maladies fongiques qui sont complètement négligées dans la prise en charge des hépatites alcooliques aiguës. Que de prendre un patient par la main à l'issue de son diagnostic, de l'emmener directement en sevrage, de lui faire un cure de sevrage, ça divise quasiment par 2 la mortalité à 1 an. C'est des choses assez simples et des biomarqueurs biologiques qui sont manifestement fortement associés à la mortalité. Donc c'est ça l'idée de Dionysos. Et donc ce qu'on fait, ce que j'ai fait au départ, moi j'étais parti de la TIH avec mon groupe et puis j'ai rencontré des gens comme Mathis, il y avait Nathanaël Becker avant qui sont des polytechniciens qui s'investissent dans la data et c'est un vrai bonheur de travailler avec eux parce qu'avec les EDS, on est chaîné, on reproduit les choses et on est, comme on dit, patient level, au niveau du patient et on arrive à avoir des données biologiques, on a raconté des histoires pendant le Covid, on a réussi, je ne sais pas si on a modifié le cours des choses, mais en fait on a apporté notre petite contribution et je suis très content que ce projet ait été sélectionné grâce à Mathis et en espérant améliorer les choses et je vais lui passer la parole pour qu'il vous présente les idées et la méthode. Voilà. Merci beaucoup Vincent. Bonjour à tous, du coup Mathis Collier, je suis data scientist à l'unité de recherche clinique de Paris Centre. Donc je travaille notamment avec Cochin, dont avec Vincent en hépatologie. Donc un mot rapide sur l'EDS de la PHP. Il a eu son autorisation CNIL en janvier 2017. C'était le premier ODS à recevoir son autorisation CNIL. Du coup, là, dans les objectifs qui sont présentés, le point qui nous intéresse, c'est le développement de la recherche et l'innovation. Pour ça, on a des données assez profuses avec environ 11 millions de patients et encore, c'est des chiffres qui datent un peu, si je ne me trompe pas. Comme disait Madame Dorfin, on a 300 projets ouverts. Je pense que les publications se comptent en plusieurs dizaines, voire centaines, enfin une centaine, dont un Nature cette année. Voilà. Donc pour le projet de Dionysos, d'abord en préambule, je remercie le jury de Datae d'avoir retenu notre projet. On a une équipe multicentrique et multidisciplinaire où on va avoir de l'accompagnement clinique à la fois en hépato, gastro et microbiologie, un support méthodologique et une expertise des données qui sera assurée par moi-même et mes collègues à l'unité de recherche clinique. Alors je ne savais pas à quel point je rentrais dans le détail scientifique pour ma présentation, très bien. Donc on cherche à identifier des facteurs de risque et du pronostic pour l'hépatite alcoolique aiguë qui a, malgré ce que dit Vincent, une épidémiologie qui est relativement mal connue sur des effectifs importants. Et du coup, avec la CIM10, on inclut des patients diagnostiqués avec une hépatite alcoolique aiguë confirmée par biopsie dans notre étude et on va s'intéresser à la survie globale. On exploite, alors ça c'est plutôt Vincent qui sait, quelles sont les données qui pourraient être prédictives du pronostic de l'hépatite alcoolique aiguë. On a beaucoup de choses dans notre DS, du plus simple démographique aux résultats d'examen biologique et à l'analyse automatisée ou semi-automatisée de compte rendu d'hospitalisation et de consultation, dans laquelle on va pouvoir extraire un certain nombre de scores, de données histologiques, radiologiques, etc. Je ne rentre pas trop dans le détail. Je passe rapidement sur le plan d'analyse statistique où, du coup, avec un modèle de Cox, on va analyser la survie des patients, identifier les facteurs de risque et estimer leur pronostic avec un modèle AFT en s'intéressant aux statistiques de survie à 1 mois, 6 mois et 1 an, avec des modèles, disons, classiques d'études cliniques et des modèles un peu plus récents de machine learning. En termes de calendrier, là, on est sur l'accès aux données. On vient d'avoir la validation du CSE, donc on devrait recevoir les données cet été, commencer les analyses pour un objectif de publication à horizon 1 an et demi environ.